Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer avec vous ma lecture de La poupée sanglante de Gaston Leroux. Alors comme d'habitude pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au chapitre 17 et n'hésitez pas à aller voir les replays sur le site de D8 pour voir les émissions précédentes. Je vous souhaite une excellente soirée. Le chapitre 17, la 7e. Cette succession de disparitions avait frappé plus d'un esprit dans le pays. On s'en était d'abord amusé, puis on avait jasé assez sournoisement. Enfin, comme depuis de longs mois, on ne renvoyait plus Bénédicte Masson, on avait parlé d'autre chose. Mais il y avait quelqu'un qui y pensait toujours à ces disparitions-là. C'était le père Violette. Le père Violette était garde-chasse de son métier, tant qu'on lui en faisait l'honneur, de le charger de ses importantes fonctions. Malheureusement, il y avait des années où les sociétés de chasseurs, de désintéressés, tout à fait des marécages de corbillières. Alors, le père Violette devenait braconnier. De toute façon, c'était un homme précieux. Avec lui, on était toujours sûr d'avoir du gibier. Le père Violette n'avait rien en lui qui rappelât la fleur printanière dont il portait le nom. Il n'en avait ni la fraîcheur, ni le parfum, ni la modestie. C'était le plus grand hâbleur de chasse et de pêche que l'on put entendre. Avec cela, le pays lui appartenait. On ne pouvait le traverser sans qu'il eût l'œil sur l'audacieux qui pénétrait dans son domaine. On l'avait toujours vu habillé de la même façon. Vieille culotte de velours, à côtes qui n'avaient plus de couleur, toujours bottée, une veste qui était toute en poche et dont il sortait des kilomètres de cordelettes, d'extraordinaires engins de pêche. Une carnassière qui ne quittait point son épaule, même quand on ne lui voyait point de fusil. Un brûle-gueule qui semblait ne plus être qu'un morceau de braise entre ses lèvres desséchées, sous sa moustache jaunie, calcinée par ce charbon ardent. Un visage taillé à coups de serpe, de grandes oreilles qui remuaient, des narines toujours au vent. Tout du chien d'arrêt, de petits yeux vert clair entre des longs cils albinos et qui voyaient d'incroyablement loin. Il n'y en avait pas deux comme lui pour lancer l'épervier ou démolir une bande de canards sauvages à l'affût, vers lequel il les attirait avec son équipe de poupées de bois flottantes, par les nuits claires au moment des grands passages. Il habitait une hutte au milieu des têtards, comme il appelait les saules, pâles qui dressaient leurs troncs, entr'ouverts et gorgés sur deux rangs au bord des marais. Il vivait là dans un domaine mi-terrestre, mi-aquatique, parmi les glaïeuls, les sagittaires, les roseaux. Il y avait bon Bachot, son vivier barbu, autour duquel rôdait la perche noire ou passaient rapides les folles escadres d'ablettes argentées. Il détestait Bénédicte Masson, pour bien des raisons. L'une des plus fortes était que celui-ci lui avait fait manquer une occasion extraordinaire de devenir presque un bourgeois, un vrai garde-chasse, établi dans une vraie maison. Un chalet comme il convient à un vrai garde, et cela en refusant sa propre maison. Celle de Bénédicte Masson lui-même, à un gros bonnet qui ne demandait pas mieux que de louer tout le pays environnant, chasse et pêche, et qui aurait fait du père Violette son homme, et qui l'aurait installé là jusqu'à la fin de ses jours, assurément car le marquis de Coultray, c'est de lui qu'il s'agit, semblait avoir alors sur cette contrée des desseins bien arrêtés. Comme en vrai seigneur du temps jadis, il tenait à dominer tout le pays, à n'être gêné par personne autour de la grande propriété qu'il avait achetée de l'autre côté du vallon, par-delà le bois, et où sa maîtresse, une danseuse célèbre, paraît-il, une indienne nommée Dorga, donnait chaque année à des dates fixes des fêtes auxquelles on venait de loin, de très loin même d'Angleterre. Mais cette brute de Bénédicte Masson, qui ignorait tous ces détails, n'avait rien voulu savoir. Le père Violette était allé un jour chez le relieur pour le tâter. Il avait été mis à la porte comme un voleur. Il n'avait même pas eu à prononcer le nom du marquis. On ne lui avait même pas laissé prononcer 10 paroles. Et le marquis s'était tout de suite désintéressé de l'affaire. L'ancien garde ne l'avait pas revu. Eh bien, cette raison que le père Violette avait de détester Bénédicte Masson, raison qui avait bien son importance, n'était point la plus forte.
La première de toutes et la plus lointaine était que cet affreux garçon, laid comme les 7 péchés capitaux, lui gâtait son marécage, non point parce que Bénédicte Masson était repoussant à voir, mais parce que le père Violette ne pouvait comprendre ce que l'autre avait bien été venu y faire. Bien avant l'histoire de la disparition des femmes, laquelle pouvait fort bien s'expliquer, après tout par l'effroi qui lui inspirait cet être misérable et disgracié de la nature, Bénédicte Masson était pour le père Violette le plus grand mystère du monde. Longtemps, l'ancien garde, devenu braconnier, l'avait observé avec une inquiétude grandissante. Et encore maintenant, ce n'était pas sans effroi qu'il passait à côté de lui, comme à côté d'un fou dangereux dont il faut tout craindre. Songez donc, Bénédicte Masson vivait dans le marais comme un vrai sauvage. Comme le père Violette lui-même, plus mal vêtu que lui, quand les femmes n'étaient pas là, couchant à la belle étoile, passant des heures sans remuer, accroupi entre les roseaux, comme qui dirait à l'affût. Et il ne pêchait ni le chasser, jamais. Ça, c'était une énigme. Le père Violette en était positivement malade. Jamais, jamais un fusil, jamais un engin, jamais un bout de fil, jamais un collet, un bout de gaule. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il faisait là, pendant des journées et des nuits entières, se traînant de ci de là, furetant les mains dans les poches, ou s'arrêtant les yeux fixes pendant des heures, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il chassait, quoi. Ou comme s'il pêchait. Et il ne pêchait et ne chassait jamais. Et parfois, il causait tout haut, tout seul. Ça, le père Violette l'avait entendu. Qu'est-ce qu'il avait donc dans la cervelle, cet oiseau-là, s'il n'était pas fou? Il avait tout du crime. Le père Violette s'en était tenu là, depuis le moment où il avait été bien sûr que Bénédicte Masson ne braconnait pas dans un pays comme celui-là, où il n'y arrivait à faire qu'à braconner. Il avait dit « Voilà un garçon qui a tout du crime ». Cela une fois admis, on ne comprend facilement l'impression produite sur l'esprit du père Violette par cette bizarre disparition des femmes qui s'était succédé si étrangement chez notre relieur. Il y avait déjà plus d'une semaine que Bénédicte Masson était revenu s'installer à Corbières, où il avait repris ses habitudes de trappeur mélancolique, quand le père Violette, certains soirs, pénétra dans la cuisine de l'Arbre Vert, de l'autre côté du coteau, sur le versant, d'où l'on découvrait un pays qui n'avait plus rien à faire avec la plaine aquatique de Corbières, et où apparaissait, entre les bocteaux verdoyants, de ci, de là, le vaste mur d'enceinte qui entourait le parc des Deux Colombes, la propriété que le marquis de Coulteret avait achetée pour sa maîtresse, d'Orga, un don royal. L'auberge était en lisière de forêt, regardant le soleil se coucher au bout de la plaine découverte abritée au nord par un être magnifique. Un porche, une cour, une écurie, un hangar qui servait aux besoins de garage. Un enclos palissadé, soigneusement cultivé de légumes, de pommes de terre, quelques arbres fruitiers au-dessus de la porte. La vigne pendait en grappe encore verte. Un cep nerveux festonnait en l'ombrageant l'espèce de tonnelle qui entoure le vieux puits. Une bonne hôtesse, la mère Muche, tout en largeur et toujours de bonne humeur depuis qu'un heureux trépas l'a débarrassé de son gredin d'époux, qui passait son temps à boire son fond avec son revenu et qui en est mort. Le père Violette est toujours bien reçu là-dedans. C'est le pourvoyeur occulte de certains repas clandestins où l'on mange ce qui est généralement défendu par les justes lois. On vient d'assez loin faire des parties fines à l'Arbre Vert. Spécialité de matelot, giblotte et surtout un certain brochet farci, rôti, arrosé d'un Vouvray encore un peu agressif, qui a fait la renommée de la mère Muche. Et puis de la discrétion. On peut venir avec une dame, on ne vous demande pas de contrat de mariage, et l'on n'écoute pas derrière les portes. Ce n'est pas le genre de la maison. Quand le père Violette entra dans la cuisine, la mère Muche était à ses fourneaux. Il ne dit même pas bonjour, ni bonsoir, ni rien. Il se laissa tomber sur un banc, au coin de l'âtre, et ralluma sa pipe sur un avec une braise au bout des pincettes. Et puis, il cracha dans le foyer et regarda la flamme. Eh bien, finit par dire la mère Muche, en se retournant, ton Bénédicte t'a-t-il enfin débarrassé le plancher? Le plancher, drôle de façon de désigner les marécages des Corbières. Mais la mère Muche n'y regardait pas de si près. Et puis elle était tout à fait excusable de s'exprimer ainsi, car elle ignorait ces marécages-là. Elle ne les avait jamais vus. On lui avait toujours dit que le pays d'où le père Violette rapportait de si bonnes choses était si laid, qu'elle n'avait jamais eu le courage de grimper à travers
bois jusqu'au bout du coteau pour savoir comment il était fait. Mais depuis des années, elle entendait parler du seul homme au monde qui voulut bien habiter cette contrée-là, avec le père Violette. Et malgré le père Violette, le garde ne lui laissait rien ignorer du monstre de laideur qui avait choisi cette solitude pour y attirer des femmes et les assassiner. Ça, c'était le fond, le tréfond de la pensée du père Violette. Et il ne l'avait pas caché à la mermuche sous le sceau du plus grand secret. Bien entendu, celle-ci ne faisait qu'en rire. La mermuche riait de tout depuis que le père Muche était mort. « Quelle drôle de tête tu fais !»« Violette, reprit la mermuche, c'est qu'il y aurait du nouveau du côté de ta hutte ? T'as l'air tout retourné ? Un verre de plot bien frais, ça te remettrait peut-être bien. Donnez donc à bouer et vous saurez tout, mermuche. La 7e est arrivée. Quelle 7e ? L'autre haussa les épaules. Vous... Encore de moi ? Vous savez bien de quoi je parle. Eh bien oui, je suis retournée à l'idée que cette pauvre petite-là y passera, comme les autres. Mais qu'il n'en sera pas plus question que si elle n'avait jamais existé. Ah, mais cette fois, ça n'ira pas tout seul. Je suis là. La mermuche continua à rire. Oui, t'es là, t'es toujours là. Faudrait peut-être qu'il te demande la permission, vieux jaloux. Et elle lui versa à boire, mais le père Violette repoussa le verre, événement grave. Nous verrons bien si vous rigolerez comme ça le jour où vous apporterez la preuve. Une seule preuve, ça se rencontre. Sûr, répliqua-t-elle, il faut bien qu'ils les mettent quelque part, à moins qu'ils ne les mangent. Vous blaguez ? Je vous dis qu'elles n'ont point toutes repris le train. Ça, c'est déjà une preuve. Eh bien, elles sont reparties sur la route. Du moment que tu me dis qu'il est scellé, je ne vois point ce qui les aurait retenues à son service dans un endroit assez désolé. Et puis, aussi celles ont peut être eu peur. Alors elles se sont sauvées. Peur ? Je vous crois qu'elles ont eu peur. Elles te l'ont dit ? La dernière me l'a dit. La dernière qui est restée près de 3 semaines. Oui, j'ai pu lui parler à celle-là. Elle m'en a raconté beaucoup sur le Bénédicte. Et elle avait peur. Et elle est restée 3 semaines. Elle est restée justement à cause de ça. Elle est restée parce qu'elle avait peur. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est une drôle de fille. Et on aurait pu croire qu'ils étaient bien faits tous deux pour s'entendre. Eh bien, elle a disparu comme les autres. Envolée, volatilisée. C'est à ne pas croire. Elle est peut-être simplement retournée à Paris. Non, j'ai fait mon enquête. Celle-là, je ne connaissais son nom. Et j'avais pu savoir où elle habitait. On ne l'a jamais plus revue. Elle s'appelait Catherine Belle. Et belle elle était, en effet. Ah, un sacré brin de fille. Si elle avait voulu, je l'aurais bien débarrassée de son Bénédicte, mais voilà. Moi, je ne lui faisais pas peur. Je vous dis que c'est inexplicable. La première fois que je lui ai parlé, c'était un soir. Je rôdais autour du chalet. Je vois une ombre qui s'en échappe en courant, puis la porte se rouvre et le Bénédicte paraît. Appelant d'une voix suppliante « Catherine ! Catherine !» Mais Catherine était restée immobile, cachée derrière une haie de roseaux, à quelques pas de moi, dont elle ne soupçonnait pas la présence. Maintenant, Bénédicte l'appelait d'une voix colère, et comme Catherine ne répondait toujours pas, il referma la porte avec fureur. Alors, Catherine se releva et courut dans la direction de la gare. Je la suivis et la rejoignis dans un moment où elle s'était égarée dans l'obscurité. « Ne craignez rien, lui dis-je. Je suis là. C'est moi le garde, le père Violette. Qu'est-ce qu'il vous a fait encore, le misérable ?»« Mais rien, me dit-elle. Seulement il me fait peur. Il a au contraire été très gentil. » Je ricanai. « Vous êtes la 6e, fis-je avec qui il est très gentil. Et elles s'en vont toutes. » C'est ce qu'il m'a dit. « Elles s'en vont toutes au bout de 24 heures, de 2 jours, de 3 jours. Vous voilà 8 jours que vous êtes là. Vous avez de la patience. » Il m'a encore dit ça. Pourquoi restez-vous ? Parce qu'il est très malheureux. Il est à plaindre, le pauvre garçon. Il pleure, j'ai eu pitié de lui. Et vous en avez assez maintenant ? Elle ne me répondit plus. Pourquoi vous êtes-vous enfui ce soir ? Parce qu'il a voulu m'embrasser. Il n'est pas dégoûté, fis-je, mais vous, je comprends que vous le soyez un peu. Là-dessus, elle garda le silence, et comme elle s'était arrêtée, je lui dis « Si vous voulez prendre le train de 10h40, vous n'avez pas de temps à perdre. »« Non, me répliqua-t-elle brusquement. C'est de l'enfantillage. Je retourne.
Mais chez lui, chez Bénédicte Masson. Oui, j'étais abasourdie. Écoutez, fis-je, vous avez tort, vous avez tout à fait tort. C'est moi qui vous le dis, vous vous en repentirez. Ce garçon-là a tout du crime. Elle réfléchit un instant et elle répéta. C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit ça aussi. Et vous y retournez? Oui, pour voir, mais ça finit toujours par les larmes. Au fond, il n'est pas bien dangereux. Allez. Et elle entra au chalet. Tout ce que j'ai pu lui dire, c'est comme si j'avais chanté. Ce qui l'amusait, celle-là, c'est qu'il lui faisait peur. Décidément, on ne sait jamais avec les femmes. Les jours suivants, vous pensez si j'étais à l'affût de mes 2 tourtereaux, c'était à crever de rigolade. Le monsieur faisait toilette, il se faisait beau, le monstre. Il mettait ses habits de la ville, une cravate, un chapeau. Et il lui en racontait. Elle, visiblement, se jouait de lui, en ayant peur, mais elle voulait savoir jusqu'où ça pourrait bien aller, cette histoire-là. Mais ta vie qu'elle l'a appris à ses dépens et que sa curiosité ne lui a pas porté bonheur. Une dizaine de jours plus tard, il était de nouveau tout seul, tantôt se promenant dans le marais avec une figure épouvantable, tantôt se jetant dans son hamac avec des grognements de bêtes enragées, mordant les cordes. C'est pas un chrétien, ça. J'avais envie de l'abattre d'un coup de fusil. Père Violette, pas de bêtises, interrompit la mère Muche. Qu'est-ce que c'est que cette petite qui vient d'arriver? Un enfant? Une enfant? Ça n'a pas plus de 17 ans. Ah, mais celle-là, faut pas qu'elle y touche. Ou je fais le gendarme. Riez pas, mère. Cette fois, la première alerte, je dénonce. Il faudra bien qu'il s'explique. D'où qu'elle vient, la petite? Elle doit être berrichonne. C'est une fille de la campagne. Elle l'appelle mon oncle. Se serait-il que ce serait vraiment son oncle? Paraîtrait. Du reste, il n'a pas fait de frais pour celle-là. Il ne s'est pas déguisé en gentleman. Il a plutôt l'air de la traiter comme une petite servante. Il lui fait faire ses courses. Ça n'est plus le boulanger qui apporte les provisions. Personne ne vient plus au chalet. Il a même remercié le souillon qui venait 2 heures tous les matins faire le ménage. Ils vivent tout seuls, tous les deux, loin de tout, sûrs de n'y être dérangés par personne. La petite n'est ni belle ni laide. Elle s'appelle Annie. Tu lui as parlé? Oui, tantôt je lui ai demandé si elle se plairait dans nos marais. Elle m'a répondu « Pourquoi donc? Je ne m'y plairais pas. Mon oncle est si bon. » Textuel. Tant mieux, s'il est bon pour toi, que je lui ai répliqué, il ne l'a pas été pour toutes celles qui sont venues là avant toi, sans quoi elles y seraient encore. Elle a paru surprise de ce que je lui disais là, et elle est partie toute pensive, sans rien ajouter. Alors je lui ai crié de loin. Demande-lui donc à ton oncle où elles sont passées. Là-dessus, elle s'est sauvée et ne s'est arrêtée qu'au chalet. Tout ça finira entre vous par du vilain, conclut la mère Muche. Tu te mêles de ce qui ne te garde pas? Et t'as peut-être bien tort, père Violette. En attendant, vide ton piot. NDD. Le voilà. Qui, NDD? Notre paroissien. Et le père Violette sauta sur son bâton comme s'il avait à se défendre contre quelque animal redoutable. La mère Muche allongea le nez à la fenêtre. Bon sang, fit-elle, c'est vrai qu'il n'est pas beau. Bénédicte Masson traversait la cour. L'apparition de cet homme dans le soir qui tombait était sinistre. Il sortait du bois comme une bête de sa tanière, et la façon qu'il avait de se tourner son mufle de tous côtés, comme s'il cherchait une proie à dévorer, donnait le frisson. Il aperçut soudain la cabaretière et derrière le garde qui le considérait, la première avec effroi, le second avec son habituelle hostilité. Sans hésitation, il pénétra dans la cuisine. « Vous, j'ai à vous parler, » fit-il au garde, « tout de suite. Si vous voulez me suivre, ça ne sera pas long. » Le père Violette se rassit sur son banc, affectant une tranquillité méprisante. « Moi, je n'ai rien à vous dire, » déclara-t-il. La mère Muche était loin d'être à son aise. Elle avait un dîner à préparer pour des gens des 2 Colombes qui arrivaient, le soir même, à la villa où rien n'était prêt pour les recevoir. Et elle eût voulu voir les 2 hommes aux 500 diables. Enfin, comme à tant d'autres, Bénédicte lui faisait peur. « Allez vous expliquer sous la tonnelle, » leur suggéra-t-elle. Mais le père Violette ne bronchait pas. Il redemanda même un piot.
Écoutez, Père Violette, fit Bénédicte Masson, si vous voulez qu'on trinque ensemble, il ne tiendra qu'à vous. Mais il faut qu'on s'explique une fois pour toutes. Le pays est assez grand pour nous deux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça en nous gênant. Je vous gêne donc, releva l'autre. Bénédicte Masson s'assit sur un escabeau, et la tête basse, sombre et taciturne, cessant de le regarder, il répondit « Oui. Faudrait-il que je disparaisse, moi aussi ?» émit hardiment le garde. Mais il se tut, car il n'avait pas achevé sa phrase que l'autre avait relevé la tête et le brûlait de son regard de feu. Puis cette flamme finit par s'éteindre. La tête retomba sur la poitrine et Bénédicte reprit d'une voix sourde. « Je sais ce que vous racontez partout. Faut vous taire, Père Violette. Moi, j'en ai assez. Eh ben oui, elles sont parties. Et je ne peux pas garder une ouvrière. Je ne peux garder personne auprès de moi. Je fais peur à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai fait peur à madame. Ah, laissez-moi parler, madame. Je suis si content de m'expliquer devant vous. Vous ferez peut-être entendre au Père Violette qu'il faut qu'il tienne sa langue. Ma vie n'a rien de mystérieux. Je n'ai jamais fait de mal à personne. On n'a qu'à me regarder pour comprendre que je n'ai pas besoin de leur faire du mal pour qu'elles fichent le camp. Je ne suis pas venue ici pour faire le malin. Je suis venue ici pour dire au Père Violette, j'en ai une, en ce moment, une enfant, une petite nièce, une orpheline que j'ai recueillie et que je ne dégoûte pas trop. Et qui veut bien me servir de bonne, qui a été malheureuse toute petite et qui m'est reconnaissante de ce que je peux faire pour elle. Eh bien, Père Violette, faut pas la dégoûter de moi. Mais ça ne me regarde pas, moi, tout ça, grogna le garde. La cabaretière avait glissé un verre devant Bénédicte Masson. Monsieur a raison, déclara-t-elle, en vidant le reste du pot dans le verre. Il n'y a pas de bon sens à vivre comme ça sur la même terre en faisant la mine. Trinquez et serrez-vous la main, et qu'il ne soit plus question de rien. Mais le Père Violette, têtu, répétait encore. Tout ça, ça ne me regarde pas. Tout ça, ça ne me regarde pas. Il le répéta encore 3 fois. Bénédicte Masson repoussa le verre, se leva, se planta devant le garde et lui dit la voix rauque. « Si ça ne vous regarde pas, quand la petite passera près de vous, gardez votre langue. Gardez votre langue, Père Violette. Parce que je vais vous dire, si celle-là s'en va, comme les autres qui sont peut-être partis aussi à cause de vos ragots, eh bien, c'est vous que j'en rends responsable. Moi, vous savez, la vie, je m'en fous. Et je vous crèverai comme un chien. » Là-dessus, il s'en alla. Après un bref salut à l'hôtesse, traversa la cour, gagna le bois qui le reprit dans son ombre. « Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, le sauvage !» fit entendre le Père Violette quand l'autre fut déjà loin. « Écoute, dit la mère Muche, cet homme-là me paraît à bout. Je souhaite pour toi que la 7e, elle reste. » Et c'est ainsi que se termine le chapitre 17 de La Poupée Sanglante. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Vous pouvez revoir les replays sur le site de D8 dans l'émission Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et comme d'habitude une bonne journée si vous vous levez. Je vous retrouve très vite pour la suite du roman. À bientôt sur D8.